Ping-pong entre la SBT et les patrons de télévision privée pendant que la société burkinabé de télédiffusion menace d'arrêt de diffusion pour non-paiement de la redevance annuelle de plus de 88 millions de francs CFA. Les patrons de chaînes de télé privées plaident pour une réduction. Face à la presse hier, l'Union burkinabé des éditeurs des services de télévision UBS TV a expliqué que l'investissement de la TNT ne lui incombe pas à elle seule. Les Ouagalais peuvent tranquillement vaquer à leurs occupations sans peur. C'est l'assurance que donne la gendarmerie nationale. Elle a démenti des rumeurs de menaces terroristes dans la ville de Ouagadougou. Des dispositions sont prises, mais la vigilance et la collaboration doivent être de mise, prévient-elle. Et puis, le ministère en charge des Transports s'investit davantage dans la lutte contre le terrorisme. Elle a présenté, ou plutôt, il a présenté de nouvelles immatriculations pour les nouvelles voitures et motos en série W et WW, une innovation qui permet de connaître le constructeur et le propriétaire de l'engin. Les précisions dans un instant. Pas d'audience ce vendredi à la salle des banquets de Ouaga 2000 pour le procès de l'assassinat du président Thomas Sankara et ses compagnons. Les interrogatoires reprendront lundi. Hier, les choses sont allées plus vite. 3 accusés se sont expliqués devant le tribunal. Le point dans un instant. Et c'est ce qui fait la une de l'actualité. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Cela dit, l'Union burkinabé des éditeurs privés des services de télévision UBS TV déplore la menace d'arrêt de diffusion de la société burkinabé de télédiffusion en pleine négociation et plaidoyer avec les chaînes privées de télévision pour la réduction de la redevance annuelle. L'UBS TV s'est expliqué hier. La redevance de 88 500 000 francs CFA est amère en ce contexte difficile lié à un contexte donc économique et sanitaire difficile. L'Union était face à la presse hier pour donner des explications. Le point avec Joël Souré, Samuel Moko et Soumaïl Arabo. La SBT, la société burkinabé de télédiffusion, a donné 3 semaines aux télévisions privées pour s'acquitter de leur redevance TNT. En conférence de presse, 2 jours après la sortie de la SBT, les directeurs de télévision privée donnent leur réponse. Nous disons que nous ne sommes pas dans une situation de rébellion vis-à-vis de la SBT. Nous sommes d'accord qu'en tant qu'éditeur de services de télévision, nous devons payer un certain nombre de redevances. Seulement, nous disons que la redevance qui a été fixée ne tient pas compte des réalités de notre marché. Et s'il devait arriver qu'on paye ces redevances, nous allons vers l'extinction des chaînes de télévision et partant vers l'extinction de la SBT. D'autant plus que sans chaîne de télévision locale, il n'y a pas de SBT. Avec cette sortie, l'Union burkinabé des éditeurs des services de télévision UBS TV montre clairement qu'elle veut rediscuter le modèle économique de la télévision numérique terrestre, TNT au Burkina. Alors il faudrait créer les conditions pour que ces chaînes de télévision puissent produire du contenu de qualité. Déjà, il est difficile de mobiliser les ressources pour produire ce contenu. Mais si en plus, ensuite de cela, on vient avec une redevance assez élevée, à la limite, c'est comme si on voudrait qu'on soit des coquilles vides sur le marché. Et si nous sommes des coquilles vides sur le marché, ça va faire le jeu des chaînes transnationales qui vont pouvoir diffuser des contenus de leur pays et à la limite coloniser nos téléspectateurs, du moins les citoyens burkinabés. Alors nous savons que depuis un certain temps, l'État burkinabé engage une guerre contre le terrorisme pour préserver l'intégrité du territoire. Cela devrait être fait également au niveau médiatique quand on sait qu'il y a un territoire psychique et mental qu'on se doit de préserver également. En Conseil des ministres mercredi dernier, le gouvernement a d'ailleurs adopté un rapport sur une révision du modèle économique de la TNT. Cela permettra de soulager la SBT et les télévisions privées. L'information faisant état de menaces terroristes dans la ville de Ouagadougou est fausse et c'est la gendarmerie nationale qui dément l'information. Dans une note publiée sur sa page Facebook, la gendarmerie a assuré qu'aucune nouvelle alerte ne plane sur la sécurité des Ouagalais. Si la menace terroriste est une réalité au Burkina Faso, aucune d'entre elles à ce stade ne nécessite la cessation des occupations, a écrit la gendarmerie
qui indique par ailleurs qu'un dispositif est mis en place pour renforcer la sécurité. Les citoyens sont néanmoins invités à la vigilance et à signaler toute situation suspecte au commissariat de police ou aux brigades de gendarmerie les plus proches. Signalons qu'avant la gendarmerie, la police nationale a démenti aussi ces rumeurs. Sécurité, on en parle toujours. Les attachés de défense servant dans les ambassades à l'étranger se sont engagés à nouer des partenariats avec les pays amis du Burkina Faso afin de pouvoir lutter efficacement contre le terrorisme. Ils ont rencontré hier le chef de l'État. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la biennale des attachés de défense. Le point des échanges avec le doyen des attachés, le colonel-major Wenceslas Wenkoun, à sa sortie d'audience au micro de Clara Monessou. Nous avons eu la chance ce matin d'être reçus par le président du Faso, chef suprême des armées, dans le cadre donc de la biennale des attachés de défense. Le chef de l'État évidemment nous a prodigué des conseils, nous a donné des instructions qui vont nous permettre de mieux rayonner dans nos juridictions. Nous sommes en mission, nous avons de l'aide de mission, nous avons un certain nombre d'instructions qui nous sont données. Donc dans nos juridictions, donc, nous réalisons ce que nous appelons donc, la coopération militaire. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons été envoyés dans les différentes juridictions. Vous savez que la crise que nous traversons aujourd'hui, nous avons besoin de nous avons besoin du soutien de nos partenaires à l'étranger, des amis du Burkina, pour pouvoir donc réussir donc à surmonter la crise. Et évidemment, dans les différentes juridictions où nous travaillons, notre rôle donc est de prendre l'ensemble des contacts pour nous permettre donc d'aboutir assez rapidement à des résultats. La lutte contre le terrorisme, c'est aussi l'affaire du ministère en charge des Transports. Désormais, aucune voiture ou moto ne peut et ne doit circuler sans immatriculation. Le ministère de la Mobilité urbaine, des Transports et de la Sécurité routière a procédé hier au lancement officiel du système d'immatriculation dans les séries provisoires W et WW. L'objectif est de pouvoir identifier les propriétaires. Dans ce contexte d'insécurité, les plaques seront disponibles dès l'entrée des frontières et dans les autres villes. Le lancement officiel a eu lieu en présence de Abdoulaye Kinda. Les nouvelles voitures et motos porteront désormais des immatriculations provisoires, commençant par les lettres W et WW. L'objectif est de pouvoir identifier les propriétaires et les concessionnaires des marques et les constructeurs de véhicules. La série des immatriculations donc, provisoires W et W, c'est pour compléter avec le processus que nous avons lancé du projet immatriculation donc, et carte grise dans notre pays. Donc désormais, l'ensemble des véhicules que nous importons doivent au niveau de la porte d'entrée, donc au niveau donc, de la douane, avoir une immatriculation provisoire d'entrée dans notre pays. En moyenne, plus de 30 000 véhicules de 4 roues et plus de 300 000 cyclomoteurs circulent au Burkina sans immatriculation selon le ministre. Il invite donc les vendeurs de voitures et de motos à se procurer ces nouvelles séries provisoires W et WW. Ceux qui vendent les véhicules, donc les concessionnaires de véhicules et les vendeurs de véhicules d'occasion doivent désormais, avant de pouvoir donc rentrer dans le processus des immatriculations permanentes, avoir des immatriculations provisoires. Parce qu'il nous est revenu que dans notre pays, par an, vous avez jusqu'à 30 000 véhicules 4 roues qui circulent sans immatriculation dans notre pays. Et au niveau donc des 2 roues, vous avez jusqu'à 300 000 véhicules 2 roues qui circulent dans notre pays sans immatriculation provisoire. Donc c'est un enjeu. Donc le W permet de pouvoir identifier le propriétaire, le deuxième W permet de pouvoir identifier le type de véhicule et le deuxième W permet de pouvoir dire si c'est un véhicule 4 roues ou 2 roues. Ce système d'immatriculation permettrait de lutter contre l'insécurité, a ajouté le ministre en charge des Transports.
Donc c'est un enjeu de sécurité dans notre pays. Vous comprenez que le contexte est tel que nous ne pouvons pas admettre dans notre pays qu'on ne puisse pas identifier donc quelqu'un qui est sur une moto ou bien dans un véhicule sans pouvoir dire le propriétaire, sans pouvoir dire le concessionnaire, sans pouvoir dire donc le vendeur du véhicule. Donc c'est cette série que nous avons lancée aujourd'hui et je pense que c'est un processus qui va en tout cas nous permettre de pouvoir mieux sécuriser le pays, mais aussi constituer ce qu'on appelle une base de données claire sur donc l'ensemble du parc automobile de notre pays, qu'il soit donc en transit, qu'il soit dans un processus de vente d'un véhicule, nous devons pouvoir l'identifier. Le coût de ces plaques W et WW est de 9 500 francs CFA pour les motos et de 12 500 francs CFA pour les voitures. Les frais seront supportés par les vendeurs. Faisons à présent le point du procès de l'assassinat du président Thomas Sankara et ses 12 compagnons. L'audience a été suspendue hier. Elle reprendra le lundi prochain. Hier, les choses sont allées plus vite puisque le tribunal a auditionné 3 accusés, Alidou Diebré, Amadou Kafando et Jean-Pierre Palme. Ils étaient tous les 3 à la barre. Stéphane Sanou. Alidou Jean-Christophe Diebré était le premier à passer à la barre. Médecin militaire à la retraite, il est accusé par le tribunal de faux en écriture publique pour avoir délivré un certificat de décès de Thomas Sankara dans lequel il mentionne que le père de la révolution burkinabé est mort de mort naturelle. En plus de ce certificat, Alidou Jean-Christophe Diebré a délivré 2 autres certificats pour d'autres compagnons de Thomas Sankara assassinés le 15 octobre 1987. L'accusé ne nie pas ses actes et tente de se défendre en disant que c'est suite à la demande des femmes des victimes, dont Mariam Sankara, qu'il a fourni ces documents qui pourront servir administrativement. Alidou Jean-Christophe Diebré reconnaît également avoir commis une faute professionnelle, mais indique surtout qu'il l'a fait par humanisme. Par ailleurs, le médecin militaire insiste que ce sont des certificats de décès qu'il a délivrés et non des certificats médicaux de décès donnant la cause des morts. Alidou Jean-Christophe Diebré affirme qu'il a délivré les certificats en âme et conscience sans aucune pression quelconque. Il termine son audition en demandant pardon pour cet acte. En toute humilité, je demande pardon à laisser entendre Alidou Jean-Christophe Diebré. À la suite de Alidou Jean-Christophe Diebré, Amadou Kafando était également à la barre, lui aussi poursuivi pour faux en écriture publique. Amadou Kafando a fourni un document administratif dans lequel il mentionnait qu'une des victimes est morte d'une mort accidentelle. Médecin-chef de l'infirmerie de la présidence au moment des faits, Amadou Kafando affirme avoir agi ainsi dans le but de permettre à la famille du défunt de bénéficier des droits qui pourront découler de cette disparition. Les avocats de la partie civile estiment que Amadou Kafando a banalisé la mort de cette victime. Ils ont été poursuivis de la barre de dispositions légales. Où on dit effectivement que, et même si vous avez suivi un des accusés, le collègue effectivement après les recherches, il a compris que l'acte qu'il a posé était répréhensible. Donc c'est normal qu'on les poursuive. Parce que c'est quand même, ils ont écrit pour dire mort naturelle ou mort accidentelle, alors que non seulement ils n'ont pas vu les corps, et alors que tel que c'est expliqué, ce n'est pas de cette façon qu'ils sont morts. Donc c'est des gens qui ont été assassinés. S'ils avaient peut-être assassinat, ça va être plus intéressant. Mais ils ont dit mort naturelle, peut-être c'était pour aussi se débiner qu'ils ont mis ça. Donc c'est normal quand même qu'on les poursuive par rapport à ça, pour que demain, des gens ne prennent pas encore justement la liberté d'écrire des choses de ces gens. Même si c'est pour aider des personnes, quand même à un moment donné, il faut être responsable. Je pense que c'est pour ça justement qu'ils sont là, ils répondent aujourd'hui. L'ancien ministre des Sports de Blaise Compaoré, Jean-Pierre Palme, était également à la barre. Il est le 6e accusé et comparé pour complicité à l'attentat de la sûreté de l'État. Il a plaidé non coupable et déclare qu'il n'était pas sur le lieu du coup d'État. C'est avec Jean-Pierre Palme que l'audience a été suspendue pour reprendre le lundi prochain. Rendez-vous donc lundi prochain à la salle des banquets de Ouaga 2000 pour la suite du procès. Ensuite de cette édition, rencontre d'échange hier entre 15 sociétés d'électricité de l'espace CEDEAO et des partenaires techniques et financiers, une rencontre qui vise à échanger sur les difficultés auxquelles font face les sociétés d'électricité, mais aussi et surtout à discuter sur la mise en place prochaine marché sous-régional de l'électricité entre les États membres de la CEDEAO. Explication Issao Marati.
En prélude à sa 16e Assemblée générale, le secrétariat général du système d'échange d'énergie électrique ouest-africain, qui regroupe en son sein 15 États membres de la CEDEAO, échange avec ses partenaires techniques et financiers. Ces échanges sont essentiellement axés sur la réalisation de projets communautaires visant à promouvoir et à développer des infrastructures de production d'électricité dans l'espace CEDEAO. Les sociétés d'électricité de cet espace, dont fait partie la Sonabel, ont du pain sur pour satisfaire convenablement la demande en électricité, la tenue de cette rencontre. Cette rencontre donc va permettre d'échanger, de mettre en place des mécanismes, mais aussi d'aller vite, parce que dans ce 21e siècle, l'accès à l'électricité est devenu donc primordial, que ce soit pour le développement de notre économie, la création d'emplois, la création donc de nos industries. Il y a lieu donc de rencontrer les bailleurs de fonds pour voir comment on avance, quels sont les projets qui ont des financements, quels sont les projets qui n'en ont pas, qu'est-ce que les bailleurs de fonds ont à nous pour faire avancer le grand programme de la CEDEAO. Donc nous sommes là aujourd'hui pour cette rencontre et nous avons donc tous les directeurs des sociétés membres de la CEDEAO qui sont dans la CEDEAO, qui sont présents à Ouaga pour cette rencontre, et tous les bailleurs de fonds qui interviennent en soutien aux WAP qui sont là. La crise énergétique récurrente avec ses conséquences sur les économies des pays ouest-africains n'est toujours pas un discours du passé. L'importance de l'interconnexion électrique de l'ensemble des pays de la CEDEAO prévue dès 2022, selon Sédhikou Douka, commissaire mine et énergie à la Commission de la CEDEAO. Nous avons lancé depuis fin 2018 ce qu'on appelle le marché régional de l'électricité. Normalement compté depuis 2019, mais réellement ça sera effectif et ça sera réellement réalité en 2022. Parce qu'en ce temps-là, tous les 14 États continentaux, plus le Cap Vert qui sont des îles de l'autre côté, seront interconnectés vers les juillet 2022. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, une énergie qui est utilisée au Burkina ou même produite ou qui vient de quelque part, cette énergie peut être utilisée en Guinée-Bissau, en Gambie, au Sénégal, au Nigeria et vice-versa. La 16e Assemblée générale du système d'échange d'énergie électrique ouest-africain se tient ce vendredi sous le thème « Opérationnaliser le marché de l'énergie électrique dans un environnement de défi ». Le ministre de la fonction publique lui accorde les violons avec des organisations de la société civile. Les deux parties, au cours d'un atelier de validation, ont discuté sur le plan d'action contenant 13 engagements sur le partenariat pour un gouvernement ouvert. L'atelier a eu lieu hier à Ouagadougou, précision de Daouda Yamego. Le Burkina Faso s'est engagé à promouvoir les principes de bonne gouvernance, notamment la démocratie, la transparence, la redevabilité et la participation citoyenne. Cela après avoir traîné les pas pendant 5 ans. C'est en 2016 que le pays a adhéré au partenariat pour un gouvernement ouvert au sommet mondial de Paris. On a par exemple un engagement qui vise à impliquer davantage la population à la mise en place de la police de proximité. Il y a un engagement qui vise à opérationnaliser un dispositif de gestion des plaintes et suggestions des usagers dans 3 ministères pilotes. On a aussi un engagement qui vise à renforcer la confiance entre la justice et les citoyens, un autre engagement qui va aider aussi à renforcer la participation des femmes au niveau des sphères de prise de décision. Le point focal de la société civile dans le cadre du PGO, Malik Lengani a rappelé que c'est le rôle des OSC de veiller à la mise en œuvre des engagements. Il faut dire que la société civile est une partie intégrante du PGO, parce que sans société civile, il n'y a pas de PGO. Donc le partenariat, comme vous l'entendez, c'est justement un partenariat entre la société civile et l'administration publique pour promouvoir la transparence, la participation citoyenne, la redevabilité, lutter contre la corruption, promouvoir le droit d'accès à l'information, promouvoir la justice, ainsi de suite. Donc la société civile est partie prenante à la base. Elle travaille justement à mobiliser
donc les citoyens dans la co-création. Le PGO est une initiative internationale lancée en 2011 qui vise à promouvoir la transparence dans la gestion des affaires publiques. Dans un tout autre registre, nous parlons de la vie des partis politiques au Burkina Faso. Parmi les plus grands gagnants de la fusion entre les partis progressistes sankaristes, il y a l'ancien ambassadeur Mousbila Sankara. Avant la fusion du 1er novembre dernier, El Hadj Mousbila Sankara était militant de l'UNIR PS et grand administrateur de l'ex-premier ministre Yacouba Isaka Zida. Son grand écart était visible et même gênant pour certains leaders de l'UNIR PS. Il se prononce 4 jours après sur les enjeux de cette fusion au micro de Abdoulaye Kinda. Avec l'insurrection, j'ai pu constater que en fait, c'est les hommes d'action qui manquaient. Et j'ai vu en Zida, cette personne-là, il a su intervenir à un moment où nous pouvions vivre un drame. C'est-à-dire des militaires qui se luttaient le pouvoir, des gradés, des civils. Il y a eu des tentatives de tout genre qui auraient pu nous amener des affrontements. Alors, Zida ayant eu l'opportunité et l'intelligence d'intervenir au bon moment et de nous mettre à l'abri de ça, tout comme j'ai voulu, par reconnaissance morale, m'attacher les sentiments de ce type-là, dont je ne connaissais pas avant, parce que Thomas, lui, je l'ai connu, je l'ai vu évoluer, alors que Zida, c'est à l'action. Son geste pour moi fut constructif, je l'ai considéré comme étant à même de gérer un État. Et là, je me suis dit que si un jour, il venait à s'ouvrir publiquement pour être candidat, moi j'allais l'appuyer. Mais j'avais conditionné ma démission de l'UNIR PS à l'arrivée du général. Malheureusement, ça n'a pas pu se concrétiser, mais le parti MPS a été créé et j'ai appuyé puisque ce parti s'est créé dans l'idée que le général Zida avait. Donc je me suis lié là-bas. Et tout dernièrement, des progressistes, dont la plupart sont de tendance sankaristes, se sont retrouvés. À cette occasion aussi, je me suis rendu et j'ai apporté ma petite contribution à cette union que depuis longtemps on attendait. De l'homme d'action qui est devant et surtout des acteurs de terrain. Je souhaite seulement que tous ceux qui ont cédé à ça ne nous amènent pas les maladies infantiles qui ont détruit les premiers acteurs sankaristes. Page sport à présent, 27 étalons pour aller défier le Ménan du Niger le 12, puis contre les Fennecs d'Algérie le 16 novembre prochain. Match comptant pour les 5e et 6e journées des éliminatoires de la Coupe du monde de football Qatar 2022. La liste des 27 joueurs étalons que vous voyez sur votre petit écran pour ces deux oppositions a été dévoilée hier par le sélectionneur national Kamou Malou. À présent, le programme complet de la 7e journée de la Ligue 1 Lonabé avec Ruben Wilson Kodjo. La 7e journée de la Ligue 1 Burkinabé s'ouvre demain avec au programme 5 matchs. Au stade municipal Dr Issoufou Joseph Konombo, nous aurons deux oppositions. À 15h30, l'Est Police reçoit l'Est Coupela, suivra à 17h45 RCK Royal FC. À Koudougou, la SEC accueille la Sfaï Yenega. Au stade Wobi de la ville de Sia, Vitesse FC joue Kiko FC et au stade municipal de Zignaré, le Majestic SC affronte l'USFA. Dimanche, suite et fin de cette 7e journée de la Ligue 1 Burkinabé avec les 3 derniers matchs RCB Salitas FC, AS Douane FO et AS Sonabel ASFB. Parlons toujours sport avant de nous quitter. L'équipe de Tinsoka FC s'est adjugée le trophée de la 2e édition du tournoi de Maracana Sam Roger Nikema. Cette compétition a mobilisé 30 équipes et a duré 3 mois. Fatih Sankara a suivi la finale qui a opposé Tinsoka FC à Nabiga FC. Il a fallu les séances de tir au but pour départager les deux finalistes,
après les 2 fois 15 minutes de jeu du temps réglementaire. C'est l'équipe Tinsuka FC qui a pris le dessus sur Nabiga FC par le score de 2 tirs réussis contre 0. De quoi réjouir l'équipe vainqueur qui a remporté le trophée. On a gagné, on est content, on est très content. Voilà. On remercie ceux qui ont organisé la coupe, Sam Roger et c'est différent. Au-delà de cette compétition qui a mis aux prises 30 équipes, c'est la cohésion sociale qui est recherchée. Le football est réellement facteur de cohésion sociale. En témoin la diversité de ce que nous avons vu aujourd'hui. Vous avez vu, nous avons les chefs coutumiers de l'arrondissement ici présents. Nous avons les femmes à travers les associations qu'elles regroupent. Nous avons également les personnes ressources qui ont participé. Et nous avons aussi les jeunes. Pour dire qu'effectivement, c'est un facteur de cohésion sociale. L'équipe vainqueur, Tinsuka FC, a remporté le trophée, un jeu de maillot et 100 000 francs CFA. La deuxième équipe, Nabiga FC, a remporté un jeu de maillot et 75 000 francs CFA. Le promoteur de la coupe, Sam Roger Nikiema, a également offert 5 tonnes de ciment pour la construction de la maison des jeunes de Dar Salam. Et c'est un sport que prend fin cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous souhaite à tous de passer un excellent après-midi en compagnie des programmes de Savane TV.